Alors, bonsoir à tous, bienvenue ici à Sciences Po pour la conférence qu'on organise ce soir avec Chloé Ridel, qui est la porte-parole du Parti socialiste, et Raphaël Glucksmann, qui est député européen Place publique. Donc, on a choisi de faire cette conférence aujourd'hui, notamment avec l'aide des équipes du Parti socialiste, parce qu'en ce moment, c'est la Convention Europe, c'est un moment de réflexion qui est important pour notre parti, près d'un an avant les élections européennes. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, la question qu'on va aborder, c'est d'abord celle de la souveraineté européenne. Moi, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Hugo Longas. Je suis à la fois co-secrétaire de section du Parti socialiste à Sciences Po, mais aussi secrétaire national des jeunes socialistes, donc membre de l'équipe nationale. J'en profite pour saluer ma présidente, Emma Rafovic, qui est également présente dans la salle, et également ma co-secrétaire de section, avec laquelle je gère la section Aurore Pajot, et qui n'a malheureusement pas pu être là, car elle est trop occupée à relever le Parti démocrate en Italie en ce moment. Voilà, donc globalement, cette conférence, je vais d'abord commencer par présenter nos invités. Donc, comme je l'ai dit, Chloé Ridel et Raphaël Glucksmann. Donc Chloé, tu es née en 1991, tu as grandi dans le Gard, et mais d'ailleurs pour nos deux invités, un retour aujourd'hui à Sciences Po, puisque tu en es diplômé, et ensuite tu as rejoint l'ENA. Tu t'es engagé dans le monde associatif, notamment au travers de l'association Mieux Voter, qui défend le recours au jugement majoritaire, une formule qui a par exemple été expérimentée dans le cadre de la primaire populaire, quoi qu'on en pense. Tu as été ensuite directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui place son effort de réflexion sous la figure tutélaire de Jean-Jacques Rousseau, et qui faisait de la souveraineté du peuple et de la volonté générale fondée sur le libre exercice de la raison notre chemin vers la modernité. Tu as été l'autrice d'un récent livre, D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, que j'ai, je le précise, beaucoup apprécié, dans lequel tu défends une nouvelle vision d'une Europe souveraine, écologique et sociale, et aussi une rupture avec le récit de la construction technocratique de l'Europe. Et tu es devenu, pour notre plus grand plaisir, le grand plaisir des socialistes, porte-parole du Parti socialiste il y a 2 mois. Raphaël, toi tu as 42 ans, malheureusement nous n'avons pas la chance de te compter dans notre parti, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Tu as connu plusieurs vies, tu as été réalisateur de documentaires, conseiller du président géorgien entre 2009 et 2012. Et en 2018, tu as participé à la fondation de Place Publique, que tu co-présides aujourd'hui, notamment avec Claire Nouvian, Joe Spiegel, Thomas Porcher et d'autres personnalités du monde associatif et intellectuel. Et tu as été rejoint par d'autres personnalités, comme Aurore Lalucq, avec qui tu présides aujourd'hui le mouvement. Tu as été élu député européen en 2019 sur la liste commune que tu menais, qui comptait des membres du Parti socialiste. Et tu t'es notamment engagé en tant que député sur les questions d'ingérence étrangère et de respect des droits de l'homme. Tu présides la commission spéciale sur les influences étrangères dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, un nom très simple, et de la sous-commission des droits de l'homme, certes plus court. Tu t'es notamment fait remarquer par ton engagement contre le génocide des Ouïghours, une population musulmane à l'est de la Chine, et toutes les mesures que tu as pu prendre, et aussi sur les influences étrangères. Tu as toi aussi signé récemment un livre, La Grande Confrontation, sous-titré Comment Poutine fait la guerre à nos élites, dans lequel tu dénonces à la fois l'aveuglement des élites européennes vis-à-vis des ambitions russes en Europe, mais également une forme de corruption qui est exercée par le régime russe à l'égard de certains de nos élus. Je suis certain que nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour vous présenter très rapidement, très succinctement le format de cette conférence, donc vous êtes ici à la fois en présentiel à Sciences Po, mais aussi en ligne, sur un webinaire. Alors, c'est vrai que vu la distance de la caméra, on s'apparente plus à un podcast qu'à un véritable webinaire, mais je suis sûr que ça fera l'affaire et que nos deux invités seront passionnants. Ah mince, je vais tout recommencer, vous allez adorer. Bon, on va quand même continuer. Donc, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'évoquer la question de la souveraineté européenne. Cette question de la souveraineté européenne, nous avons choisi de la sous-titrer L'Europe face à la guerre et aux défis globaux, à la fois parce que nous savons tous, la guerre est de retour sur le continent. Et c'est un moment important, c'est un moment qui a mis l'Europe, plus largement le monde occidental, au défi, et que l'Europe essaie de trouver une réponse commune face à ce défi, face à cette nouvelle donne que nous ne pensions pas commune, et aussi face aux envies du peuple ukrainien de rejoindre le bloc européen. Mais c'est aussi des défis globaux, notamment celui de la transition écologique, dont on parle très régulièrement
Chloé, qui sont des défis absolument majeurs que nous devons relever collectivement et que probablement tous dans notre coin, tous comme des nations séparées, nous ne parviendrons pas à relever. Donc, ce sera le sujet de cette conférence, ce sera le sujet des questions qui seront posées par mes camarades Com et Alia. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce live, et tous ceux qui le regarderont, que ce soit ici, ou même si le stream venait à marcher à distance, jeunes socialistes, moins jeunes socialistes, et même non socialistes, on n'est pas sectaire. Voilà, je laisse la place à Com et Alia. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avec Com, on est co-secrétaire général de la section de Sciences Po et aussi par ailleurs aux jeunes socialistes parisiens. Et donc Adrien aussi, qui est à la section de Sciences Po, posera aussi une question. Alors, la première question, on voulait se pencher justement, si vous pouviez nous rappeler tous les deux. Pardon. Donc, selon vous, donc au-delà de ce qu'on a pu déjà rapidement aborder, quels seraient donc les grands enjeux auxquels fait face l'Union européenne et donc quelles leçons on pourrait tirer de l'histoire récente de cette Union européenne que Hugo a rapidement abordée. Oui. Je prends, ouais. En fait, est-ce que ce micro, il sert à quelque chose ou ça amplifie ma voix? Ok, super. Mais déjà, merci beaucoup pour cette invitation et merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir. Alors, pour répondre à cette première question, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire récente de l'Europe? Je pense en une phrase que la leçon qu'on peut tirer, c'est que l'Europe peut pivoter radicalement, qu'elle n'est pas condamnée à être un bloc de granit libéral et naïf, qu'elle peut changer. Parce que je crois que depuis une histoire très récente, en l'occurrence depuis 4 ans, depuis 2019, 2020, on a eu une succession de crises qui ont ouvert des brèches monumentales dans ce bloc de granit naïf et libéral qui était l'Europe jusqu'à présent. Il y a d'abord eu la pandémie, on l'a vu, qui a créé, elle, une brèche dans ce qu'on peut appeler le consensus de Maastricht, c'est-à-dire un consensus qui était bâti sur la discipline budgétaire stricte, sur des règles de concurrence libres et non faussées et de libre-échange. Et avec la pandémie, ce qu'on a vu, c'est que sur la base d'un simple consensus politique entre chefs d'État, on a pu écarter provisoirement, par exemple, la règle des 3% de déficit en pourcentage du PIB. On a pu aussi relâcher toutes les règles en matière d'aide d'État pour permettre aux pays de voler au secours de leur entreprise. On a pu aussi voir un tournant avec la capacité de s'endetter en commun pour pouvoir voler au secours des pays les plus touchés par la pandémie. On a pu aussi voir la commande conjointe de vaccins qui a pu concrètement donner à voir ce que pouvait être la solidarité européenne. Bref, un certain nombre de décisions assez radicales, comparées à ce qu'avait été l'histoire de l'Europe jusqu'alors, qui ont ouvert une brèche dans ce consensus de Maastricht qui ne le met pas totalement par terre, mais qui en tout cas nous enjoint à aller plus loin. Puis ensuite, il y a eu l'aggravation aussi de la crise climatique qui, là aussi, a conduit l'Europe à prendre des décisions et à faire notamment de son marché, auquel le monde entier veut accéder, un levier de protection écologique. C'est-à-dire qu'on s'est mis, par exemple, et ça se matérialise maintenant, à créer ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est la première fois dans l'histoire que ça se fait. On s'est mis à prendre des législations, comme par exemple un règlement récent qui interdit l'entrée sur le marché européen de tous les produits issus de la déforestation dans le monde, le maïs, le soja, le cuir, tout ce que vous voulez, et qui a des conséquences énormes sur le reste du monde et qui concrètement contribue à limiter la déforestation dans le reste du monde et qui en fait revient à ce qu'on exporte des normes environnementales. On le fait aussi en matière de droits humains avec un règlement qui a récemment interdit l'importation dans le marché européen des produits issus du travail forcé. Donc on a une Europe qui apprend progressivement
à se servir de son immense marché qui a été mal construit et tout ce que vous voulez, et qui laisse encore prospérer de la concurrence déloyale, mais qui montre quand même un changement de braquet. Et puis, enfin, il y a eu cette guerre en Ukraine, cette invasion, où là, je crois que l'Europe, elle s'est pris une immense baffe dans la figure et que elle s'est regardée dans le miroir, et dans le miroir, elle a vu l'ensemble des faiblesses qui l'ont conduite à ce qu'elle ne soit ni capable de prédire que cette guerre allait arriver, c'est-à-dire qu'on imaginait, on ne concevait même pas une seconde que Poutine puisse envahir comme ça l'Ukraine, pour plein de raisons. D'ailleurs, Raphaël parle très bien. Je pense qu'il y a une raison fondamentale, c'est que pour nous, l'idéologie qui consiste à envahir un pays par pur désir de puissance et à tuer sa population, cette pure logique impériale, nous ne la comprenons tout simplement pas. Ça ne fait pas partie de notre rationalité. Donc, ça ne fait pas partie de notre schéma de pensée. Donc, on a été incapable de la prédire. On a aussi été incapable d'empêcher que cette invasion advienne et puis de la contrer efficacement. Il faut être lucide que sans l'aide des États-Unis, sans doute que l'Ukraine aujourd'hui n'existerait plus comme État indépendant. Donc, toutes ces faiblesses-là, on en a pris conscience. Et puis, à travers cette guerre aussi, je crois qu'on a compris ce qu'être européen voulait dire, parce qu'on a vu que des gens, en l'occurrence les Ukrainiens, étaient prêts à mourir pour appartenir à l'Europe. Et pourquoi veulent-ils appartenir à l'Europe? Pour ce que nous représentons, parce que nous sommes un modèle de civilisation avec un ensemble de droits, de valeurs, de systèmes de protection sociale aussi, auxquels ils veulent appartenir. Et cette guerre est bien une guerre en Europe contre l'Europe, contre l'attractivité que l'Europe exerce sur les pays comme l'Ukraine, comme la Moldavie, mais aussi comme la Biélorussie, que Poutine considère comme étant sa propriété. Et donc, on a pris conscience, je crois, de ce pouvoir d'attractivité, de la force de ce que nous représentions, et que nous étions en fait relativement seuls pour défendre ce mode de vie et ce modèle de civilisation qu'est l'Europe. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, les grands enjeux, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir, pour l'Europe, c'est de défendre précisément son modèle de civilisation, c'est de se défaire de toutes les dépendances qui l'en empêchent. L'Europe, elle a construit des dépendances tous azimuts, vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité, vis-à-vis de la Russie pour son énergie, vis-à-vis de la Chine pour ses relais de croissance. Donc, elle doit se défaire de ces dépendances. Et puis, elle doit progressivement devenir une puissance écologique et un levier de progrès social et démocratique, alors que pendant longtemps, elle a plutôt été un verrou de progrès social et écologique. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis entièrement d'accord avec les trois crises que tu as identifiées et qui ont permis de précipiter, si vous voulez, une bascule. La pandémie d'abord, où on s'est rendu compte qu'on était infoutu de fabriquer des masques, du Doliprane ou du Curare, que quand le divin marché buguait, eh bien, on se retrouvait nu face aux menaces. La crise écologique qui oblige à une bifurcation, y compris dans les esprits libéraux des commissaires européens. Il y a la conscience que Green Deal et continuité dans le libre-échange absolu, ça ne peut pas vraiment fonctionner ensemble. Et la troisième crise, c'est la guerre, qui effectivement n'a pas été prévue par les élites européennes, même si elle était somme toute assez prévisible, puisqu'elle a été précédée de beaucoup de guerres, et qu'elle était précédée surtout d'attaques contre nos systèmes politiques, contre nos cités, et que ces attaques ont été sciemment minorées, à moitié par de la corruption, à moitié par de la naïveté. Et donc, il y a eu une bascule le 24 février 2022 dans un monde qui aurait abandonné le mythe de la fin de l'histoire subitement. Cette bascule, elle est à moitié faite. Aujourd'hui, l'Europe, elle reste un continent de consommateurs, un continent, tu parlais de dépendance, c'est exactement le terme, un continent de consommateurs, consommateurs de sécurité américaine, parce qu'effectivement, ce serait quasi impossible pour l'Europe à l'heure actuelle
de faire face à la menace de Poutine sans les États-Unis. On peut tous faire l'effort intellectuel de se demander quelle serait la situation de l'Europe si Donald Trump était à la Maison-Blanche à la place de Joe Biden. Et ça nous oblige à nous questionner parce qu'en réalité, tous les 4 ans, le continent européen, qui est un continent riche, développé, fier de sa civilisation, fier de ses sociétés démocratiques, se retrouve en train de jouer au dé son avenir dans des élections dans le Michigan. Alors moi, je ne sais pas vous, mais a priori, je trouve ça totalement absurde comme situation. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on fait une nuit blanche et on se demande quel va être le résultat dans des comtés du Michigan ou de la Floride dont on n'a jamais entendu parler avant. Et pourtant, ces comtés du Michigan et de la Floride vont avoir un impact énorme sur notre sécurité, sur la survivance ou pas d'un modèle démocratique européen et sur le fait que Vilnius ou Varsovie seront défendus ou ne seront pas défendus. Rien que de penser les choses comme ça nous oblige à redevenir producteurs de sécurité. Non pas parce qu'on a envie de rompre l'alliance avec les États-Unis, mais quelle est la cité qui peut se dire libre si elle dépend d'un autre acteur qu'elle-même pour le minimum de sécurité. Donc, on est consommateur de sécurité et on est consommateur de biens, y compris dans les secteurs stratégiques, produits en Chine. Et ce que ça produit comme effet, si vous voulez, c'est des choses étranges. C'est-à-dire que les décisions les plus nobles qu'on prend à l'échelle européenne, type le Green Deal, les subventions aux énergies renouvelables, en réalité, se retrouvent être des subventions à l'appareil productif chinois. Pourquoi? Parce qu'on a complètement laissé péricliter notre industrie, y compris dans les secteurs d'avenir, et qu'on est devenu totalement dépendant de la Chine, par exemple pour les panneaux photovoltaïques, qui sont notamment fabriqués par les esclaves ouïghours à travers la fabrication du polysignum. Donc en fait, on a laissé nos usines fermées et on a mis en concurrence nos producteurs avec un système de production esclavagiste. Et résultat, on se retrouve incapable d'assumer nous-mêmes les tournants nécessaires du Green Deal. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que redevenir producteur, ça veut dire transformer, par exemple, le Green Deal, le grand nouveau contrat vert qui est au cœur des politiques européennes aujourd'hui, en chantier industriel et en projet industriel. Et je crois que ce défi de redevenir producteur à la fois de sécurité, de sens, d'énergie, de biens, c'est un défi qui va aussi sauver la démocratie européenne. Parce qu'en réalité, le consommateur, celui qui a un rapport de pur consommateur au monde, devient fataliste. Il ne sait plus comment sont produits les biens. Il a l'impression que ça lui tombe dans la bouche. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, on a une attitude passive, pas simplement face à la production, mais face au monde, face à la démocratie, face à la citoyenneté. Et si on veut éviter le délitement du projet européen, si on veut éviter le triomphe des take back control à la sauce du Brexit, il va falloir montrer qu'à l'échelle européenne, on peut assumer une forme de take back control. On peut assumer une forme de reprise en main de notre destin et de finalement de retour à un rapport qui est un rapport non fataliste à l'existence. Et donc, oui, on assiste à, je suis d'accord, on assiste à une forme de fin de règne, d'une idéologie à la fois post-historique et néolibérale qui, finalement, expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'il n'y avait pas autre chose au-dessus du commerce. Le commerce devenait une fin en soi, mais la question qui se pose à nous maintenant, c'est à quel rythme et comment on pousse les changements qui sont déjà amorcés. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous entendez des gens qui vous disent qu'il faut lutter contre la commission néolibérale de Bruxelles, ça va, ils ouvrent un journal et qui regardent un peu ce qui se fait au Parlement européen. Parce que depuis 3 ans, en gros, toutes les lois qu'on a votées sont en rupture avec la commission néolibérale de Bruxelles, qui d'ailleurs propose ces lois. Donc, il y a eu vraiment une amorce de tournant qui rend crédible notre volonté d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans ce tournant.
Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de discours ici quand on est à Paris, parce que la vulgate facile, là, la commission néolibérale de Bruxelles, ça rend notre discours pas crédible. Alors que si on a des objectifs radicaux et qu'on explique que même des gens qui sont profondément formés dans une idéologie libre-échangiste, eh bien, ont été amenés à reconnaître qu'en réalité, face au mur des faits, que ce soit pendant la pandémie ou face à la guerre, ou face à l'effondrement climatique ou à la perspective de l'effondrement climatique, ils ont été amenés à bifurquer. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout irréaliste. C'est au contraire profondément réaliste. Et ce qui est irréaliste, c'est de vouloir continuer quelque chose qui nous mène dans le mur, qui nous rend dépendants et qui nous prive de contrôle sur notre destin. Et je pense que pour tout cela, l'Union européenne est la juste échelle. La juste échelle pour reprendre le contrôle face aux multinationales, la juste échelle pour devenir une puissance écologique normative qui utilise le marché européen pour imposer des normes, pour imposer des taxes, pour imposer des douanes, et qui utilise le fait qu'on est encore le premier marché du monde, donc, pour enfin faire autre chose que du simple commerce. Merci beaucoup pour ces deux premières réponses. J'invite peut-être Adrien, c'est la première question. Bonsoir à tous. Moi, je suis l'ancien trésorier du PS Sciences Po, mais plus pour longtemps, et que je vais avoir un diplôme enfin dans quelques semaines. Mais du coup, j'aimerais remercier les deux intervenants. Moi, j'aurais deux petites questions pour nos intervenants. Donc, vous avez évoqué plusieurs enjeux. J'ai noté la réponse à la guerre en Ukraine, la dépendance aux pays tiers ou encore la réponse aux défis climatiques. Mais j'aimerais savoir comment vous jugez les réponses jusque-là apportées par l'Union européenne à ces différents enjeux. Vous avez évoqué le Green Deal, la question de la souveraineté européenne avec un prémisse de politique industrielle ou encore les prémices aussi de l'Europe de la défense. Mais est-ce que selon vous, on est sur la bonne voie? Est-ce que les politiques sont à la hauteur des enjeux? Et si vous pouviez identifier les blocages qui restent encore au sein des institutions. Vous avez parlé du fait que la Commission européenne avait basculé idéologiquement, mais est-ce qu'il existe encore des blocages importants? Merci. En impératif, tu commences. Vas-y. Mais je vais être plus bref que la première fois. Juste parce que, effectivement, j'ai dit que c'est plus néolibéral, mais il reste des blocages, et c'est fait comme une deuxième question. Il reste des blocages, par exemple, quand en commission commerce internationale, je parle de Buy European Act, donc du fait de réserver les commandes publiques aux productions européennes. On sent que quand même, c'est encore ultra punk comme point de vue et qu'il reste une forme de consensus qu'il va falloir continuer à ébranler autour du refus de toute politique dite protectionniste. Alors, en réalité, même ça commence à être érodé, puisque dans la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act des Américains, ça a d'abord été des cris d'orfèvre sur le thème « Oh là, quelle horreur, c'est incroyable, c'est horrible ». Et finalement, dans la réponse qu'on discute en ce moment, il y a des prémices de Buy European Act, puisqu'on réserve une partie des marchés publics, d'ailleurs, à une production européenne. Donc, l'idée fait son chemin, mais ça reste très urticant. Et je pense qu'en fait, de manière générale, on est dans une situation d'entre-deux aujourd'hui à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette religion, ce dogme du libre-échange, mais il y a encore des réflexes qui nous empêchent d'être complètement réveillés. La même chose sur la guerre en Ukraine. On n'est plus dans l'irénisme, on n'est plus dans Poutine, ce partenaire formidable, il nous donne son gaz et nous, on lui offre nos lumières et à la fin, on va vivre heureux jusqu'à la fin des temps, qui était encore la position d'Emmanuel Macron en 2019. Donc, je veux dire, c'est pas jadis, il y a très longtemps. C'est avant le 24 février 2022. On n'est plus dans ça. On est évidemment dans un moment où on a décidé de soutenir l'Ukraine et on a décidé d'armer l'Ukraine, mais on est encore dans une forme d'entre-deux. Quand le président de la République déclare qu'il faut
devenir, pour ce qui est de la production de munitions, par exemple, parce que c'est un des immenses problèmes aujourd'hui sur le front en Ukraine, qu'il faut passer en mode économie de guerre. Il déclare ça il y a exactement 9 mois et il ne s'est rien passé depuis. Mais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une commande qui a été passée par l'État auprès des industries qui sont censées produire ces munitions. Et donc, en fait, on est dans un moment d'hésitation, de tergiversation. Et la même chose quand vous avez des réunions au Conseil européen sur les sanctions à prendre vis-à-vis de la Russie. Et il y en a qui sont prises, évidemment. Enfin, la vérité, c'est qu'on est encore avec la Belgique qui obtient l'exemption du diamant, parce que vraiment, le diamant est un bien de première nécessité et qu'il y aurait la révolution demain dans tous les pays européens si jamais le cours du diamant augmentait, ou avec la France et la Finlande qui chipotent sur la question de la filière nucléaire russe, ou bref, en fait, on est encore dans une logique de marchand de tapis qui rend nos sanctions pleines de trous et donc extrêmement peu impactante par rapport à l'ambition qui est assignée à ces sanctions. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un entre-deux. Mais justement, c'est dans les moments d'entre-deux pour s'emparer de la question européenne et pousser. Parce qu'en fait, si on arrive là à pousser, eh bien, en face, les forces qui maintiennent le statu quo sont extrêmement affaiblies. Et donc, c'est vraiment le moment d'investir le champ européen. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes le faire parce qu'on peut changer les choses. Et je te laisse la parole tout de suite. J'ai fini pour nous. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. On est complètement dans un moment d'entre-deux où c'est la fameuse phrase, hein, il y a un vieux monde qui est mort et le nouveau tarde à apparaître. Et donc, c'est là qu'il faut être présent avant qu'il y ait une nouvelle hégémonie de je ne sais quoi qui se crée et qu'il soit trop tard. Il y a plein de choses sur lesquelles, évidemment, on ne fait pas assez bien, pas assez, voire mal. Par exemple, sur la question de la défense, si on avait compris que, en fait, la sécurité des Européens ne peut pas dépendre de ce que votent les électeurs américains, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, et ben, j'ai bien peur que cette guerre ne renforce en fait la dépendance de la sécurité européenne vis-à-vis des États-Unis, et en partie à cause de nous. J'observe notamment que au printemps 2022, c'était vraiment l'Europe qui était en première ligne sur la guerre d'Ukraine. On a pris des décisions marquantes. On a décidé d'utiliser le budget européen pour financer des armes de guerre qu'on a exportées sur une zone de conflit. C'était la première fois. Il y a eu l'Allemagne qui a décidé de dépenser beaucoup plus pour sa défense avec un fonds de 100 milliards d'euros. On a décidé de sanctions. On a octroyé le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Bref, on était un peu dans un espèce de moment européen. Et je constate qu'un an plus tard, au printemps 2023, l'Europe a un peu disparu. C'est-à-dire qu'on est le théâtre d'un conflit dont on est acteur de second plan, de second rôle. Le premier rôle, aujourd'hui, revient davantage aux États-Unis. Et l'anniversaire des 1 an du conflit l'a profondément montré. C'est-à-dire que dans la même semaine, c'était donc la semaine du 20 février 2023, vous avez eu la conférence de sécurité à Munich où vous avez eu des discours assez forts hein, du chancelier Scholz et du président Macron en disant voilà, on soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout. Bon, après, les actes ne suivent pas forcément, tu l'as dit, Raphaël. Mais ce discours a été complètement éclipsé, d'une part, par le fait que le président Macron s'est contredit lui-même dans l'avion qui l'a ramené de Munich, mais aussi par le fait que Joe Biden s'est rendu le lendemain à Kiev, puis à Varsovie, où il s'est positionné comme le défenseur des pays d'Europe centrale et orientale qui craignent légitimement pour leur sécurité. Et ça doit nous inquiéter parce qu'effectivement, ça renforce une dépendance vis-à-vis des États-Unis, ça renforce aussi une logique des blocs que Poutine cherche à susciter hein, depuis le début. Poutine, au début, il parlait des nazis de Kiev, ensuite, il a parlé de l'Europe décadente, enfin, ça fait 15 ans qu'il en parle, hein, rongé par l'homosexualité et tout ce que vous voulez, le multiculturalisme. Maintenant, il parle de la lutte contre l'Occident collectif. Donc, vous comprenez bien que quand Biden rentre dans cette scène installée par Poutine, ça renforce son récit à lui et puis ça amène la Chine aussi dans le jeu, ce qui n'est pas vraiment notre intérêt. Donc, sur ce plan-là, celui de la défense et de la sécurité européenne, il y a eu des décisions hein,
importantes qui ont été prises ces dernières années. On a une vraie base industrielle de défense qui se met en place. On a créé un fonds européen de défense. Bon. Donc, il y a des choses qui changent, mais sur le plan de la dissuasion et de la sécurité dure et vraie, malheureusement, j'ai peur que ça renforce notre dépendance aux États-Unis. Et ça, c'est pas bon parce que ça nous rend otages des priorités stratégiques américaines, notamment en Asie-Pacifique, qui sont différentes des nôtres. Nous avons d'autres priorités, notamment vis-à-vis de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et puis aussi, l'Europe ne fait pas assez, évidemment, encore sur la question écologique, sur la question sociale. Je vais prendre 2 exemples. Je vous ai parlé au début du fait que depuis la pandémie de Covid, on avait oublié la règle des 3% de déficit. Là, cette règle, elle n'est toujours pas revenue. D'accord ? Donc, c'est bien. Là, on se bat, on est dans l'entre-deux. Bon, mais il va y avoir une réforme des règles budgétaires qui est en cours. La Commission va bientôt faire une proposition. Et là, il faut qu'on soit là pour pousser non pas un abandon de la règle des 3% de déficit en pourcent de PIB, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de dire ça ne sera pas 3, mais ce sera 5% ou 6%. Il s'agit de faire en sorte d'abandonner une gouvernance économique européenne qui est centrée uniquement autour du PIB et du déficit en pourcentage du PIB. Il faut inventer une gouvernance économique européenne qui construise une Europe post-croissante, d'accord, avec d'autres indicateurs qu'on va prendre en compte, des indicateurs de bien-être, des indicateurs de progrès social, de progrès écologique. Et donc, c'est toute une gouvernance économique européenne qu'il va falloir réinventer en partant justement de l'abandon de la règle des 3%, et non seulement en s'opposant à ce qu'elle soit réappliquée, mais aussi en proposant autre chose de plus ambitieux et qui vraiment amène l'Europe dans un monde post-carbone. Et on sait très bien à quel point la gouvernance économique européenne, elle est importante parce qu'elle va conditionner beaucoup de choses dans l'ensemble des pays d'Europe. Il y a aussi beaucoup d'autres progrès à aller chercher sur la question écologique. On en a parlé la semaine dernière parce qu'il y a eu des textes importants qui ont été adoptés au Parlement européen. Il y a eu cette fameuse taxe carbone aux frontières de l'Europe qui fait que, en fait, pour éviter que, pour réduire nos importations, nos émissions de gaz à effet de serre importées, aujourd'hui, 20% du carbone qu'émet l'Europe est importé. Il y a ce qu'on importe, c'est 3 000 milliards d'euros par an, l'équivalent de ce qu'on importe. Nous sommes des gros importateurs et en l'occurrence, nous importons des produits qui ne respectent pas toujours nos règles environnementales. Donc, il s'agit, avec cette taxe carbone, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de stratégie qui consiste à délocaliser des industries en dehors de l'Europe pour ensuite nous revendre les produits. On a aussi adopté, mais juste pour terminer sur cette taxe carbone, pourquoi c'est pas assez? C'est parce qu'elle ne couvre pas l'ensemble des produits. Elle couvre, là j'ai la liste, le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité et l'hydrogène. Alors c'est très important, mais on voit bien qu'on pourrait l'étendre à beaucoup plus de produits, notamment par exemple les vêtements. Alors ça c'est un sujet sur lequel tu t'es beaucoup positionné, Raphaël, mais est-ce que ça fait sens de délocaliser au Bangladesh et au Pakistan la production de vêtements des Européens? Est-ce que ça fait même sens pour le développement de ces pays-là? Je ne suis pas certain que ces pays-là, ils se développent de cette manière. D'ailleurs, c'est de l'emploi anarchique sous-payé dans ces pays-là. C'est aussi de la désolation environnementale. Une manière de développer ces pays, c'est plutôt de les aider à acquérir des infrastructures stratégiques, des services publics, plutôt que de leur délocaliser notre production de vêtements. Et puis, ça a un coût écologique qui est énorme, et puis social aussi pour nous. Donc, tout ça, c'est des produits qu'il va falloir inclure dans cette taxe carbone. La semaine dernière aussi, il y a un fonds social européen pour le climat qui a été mis en place où en fait les produits de cette taxe, enfin, du marché carbone européen, va être réalloué à un fonds qui va servir à aider les ménages et les entreprises touchées par la bifurcation écologique en gros. Donc ça, c'est une très bonne logique. Mais ce fonds-là, il fait que 65 milliards d'euros et donc c'est largement insuffisant. Et puis, il faudra aussi qu'on s'attaque aux règles du marché. On arrive à faire que la concurrence libre et non faussée, elle ne soit pas un obstacle au progrès écologique et social. Et elle l'est, et encore sur plein de sujets. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas appliquer un taux de TVA réduit sur des salades d'Île-de-France par rapport à des salades de Pologne. Au nom de la concurrence libre et non faussée, vous ne pouvez pas privilégier les circuits courts. Donc ça, c'est une aberration qui existe encore en droit européen, dont il faudra se défaire. Mais pour conclure sur la même note que ce que disait Raphaël,
Pour ça, il faut faire de la politique. Il faut avoir un projet. Pourquoi pas désobéir? Mais désobéir comment? Moi, je pense que il faut désobéir à plusieurs, dans une logique transnationale, avec des coalitions d'États. Et il faut désobéir en ayant en tête ce qu'on veut proposer à la place de la règle à laquelle on désobéit. Donc, voilà, c'est toutes des stratégies à mettre en place et une vision de ce qu'on veut proposer en échange. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Corentin Piron, je suis effectivement co-secrétaire général du Parti socialiste de Sciences Po aux côtés d'Alia. Alia qui est tellement modeste qu'elle n'a pas précisé aussi qu'elle était secrétaire générale des Jeunes socialistes de Paris et donc du Bureau national. Voilà, on a fait les CV de tout le monde. Alors, justement, bonne transition avec ce que tu viens de dire, Chloé. Ma question porte sur à quel point on peut désobéir et aussi sur la place qu'a l'Europe dans le débat public, parce qu'en France, lorsque les questions européennes se montrent dans le débat, ce qui est quand même assez rare et on peut le regretter, on se concentre surtout sur la raison d'être de l'Europe, notamment en ce moment la paix, ou alors à gauche sur la nécessaire réforme des institutions, dans ce que vous disiez, Raphaël, sur l'idée d'une Europe qui est une Union européenne défenseur d'un ordre néolibéral, etc., sans réellement évoquer les politiques européennes en elles-mêmes. Et donc, quelles sont les solutions sont dues à ça? Et passent-elles uniquement par la réforme des institutions, où l'Union européenne dispose-t-elle d'ores et déjà de moyens et de marge de manœuvre pour amorcer toutes les réformes qu'on a évoquées? Okay. Alors, ça me permet de réembrayer sur la raison d'être de l'Europe. C'est vrai qu'au départ, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été effectivement la paix et la prospérité sur le continent. Il fallait ça. Et pour faire ça, Jean Monnet et le reste des pères fondateurs pensaient qu'il fallait faire du commerce. Et pour faire du commerce, ils pensaient qu'il fallait faire une fédération, parce que sinon les nations, elles n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur les règles d'un grand marché. Donc au départ, l'Europe, c'était effectivement la paix, et pour la paix, le commerce, et pour le commerce, la fédération. C'était les 3 piliers. Ces 3 piliers-là, ils se sont dissous dans le XXIe siècle, en réalité. La paix n'est plus devenue un moteur suffisant du projet européen, une justification suffisante à partir de 89, à partir de ce qu'on a appelé la réunification du continent européen, même si celle-là est toujours en cours. Pour des gens comme moi, alors moi, vous l'avez dit en intro d'ailleurs, je suis née en 91, je suis née un mois pile avant la dislocation de l'URSS, le 25 novembre 1991. Pour moi, l'Europe pour la paix, j'en ai rien à secouer. C'est important, mais ça ne peut pas justifier, ça ne peut plus être la raison d'être unique du projet européen. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, pour le coup, nous en a fourni une autre de raison d'être. L'Europe, elle doit servir à quoi? Elle doit servir à protéger le modèle de civilisation européen, le mode de vie européen. On a besoin de l'Europe pour ça, et l'Europe est une communauté de destin. Et je pense que là, c'est une nouvelle raison d'être toute trouvée, qui, après 20 ans, enfin même 30 ans d'errance, parce que entre du coup ma naissance et maintenant, on ne savait plus très bien pourquoi on était ensemble, en fait. Du coup, on s'est dispersé vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis des puissances de l'argent. Mais maintenant, on a retrouvé un sens, je crois, à notre projet commun. Et ensuite, tu disais quoi? Ah oui, le débat qui se concentre sur les institutions. Moi, je pense qu'honnêtement, ouais, la réforme des institutions européennes n'intéresse personne. Pas grand monde, enfin peut-être nous à Sciences Po, quoi. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre comment l'Europe peut, pour eux, être un levier de protection démocratique, écologique, sociale de leur emploi. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et il faut que l'Europe, elle produise des biens publics pour l'ensemble des Européens. Quand vous allez en Europe centrale, et moi j'ai travaillé une partie de ma vie en Roumanie, là-bas, les gens, ils savent très bien à quoi ça sert l'Europe. Ça sert notamment à les protéger de la corruption de leur gouvernement. Ça sert à protéger leur indépendance. Pour plein de pays d'Europe centrale et orientale, il y a vraiment, ils voient la valeur ajoutée de l'Europe bien plus clairement que nous. Nous, en France, bon, bah, ça ne suffit pas, quoique la dérive autoritaire du gouvernement d'Emmanuel Macron pourra peut-être
nous donner à voir bientôt que l'Europe sera un recours face aux atteintes aux libertés publiques que nous vivons en ce moment dans notre pays. Mais sinon, pour nous, il faut quelque chose de supplémentaire. Donc, je crois qu'il ne faut absolument pas se perdre dans des débats du style « oui, il faut que l'Europe devienne une fédération ou pas ». Honnêtement, on s'est concentré là-dessus pendant 25 ans, notamment avec le traité constitutionnel de 2005. Ça n'est pas ce qui intéresse les gens. Et par ailleurs, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense qu'on a tort de plaquer sur l'Europe des schémas d'organisation préconçus, fédération, confédération. La vérité, c'est que l'Europe n'est ni une confédération ni une fédération. C'est quelque chose d'unique au monde, de profondément original. C'est un ensemble de nations désimpérialisées, on pourrait dire, pacifiques, qui ont décidé de se rassembler et de coopérer et de construire des biens publics ensemble, d'essayer d'être plus libres ensemble. Et ça donne des institutions un peu bizarres, un peu bancales. Vous avez un Parlement européen qui est directement élu par l'ensemble des Européens. Vous avez un Conseil européen qui rassemble des chefs d'État et de gouvernement, une commission. Mais tout ça, ça peut fonctionner si, à mon avis, on donne plus de pouvoir au Parlement européen, notamment le pouvoir de lever l'impôt, notamment le pouvoir de prendre des initiatives en matière législative. Après, le Conseil européen, il a sa légitimité. Ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui sont issus de régimes pour l'essentiel parlementaires, qui représentent leur peuple aussi. Et puis, il y a la Commission qui, pour moi, doit rester à sa place. C'est-à-dire qu'elle est une administration, un honest broker qui doit mettre en application les choses, vérifier que ce qu'on s'est dit ensemble ce soit respecté, mais pas plus, pas moins non plus. Et comme ça, on peut avancer. Il n'y a pas besoin de tergiverser des heures et des heures. On peut aussi, évidemment, penser à mettre en place des mécanismes de démocratie directe au niveau européen. Il y a des droits de pétition qui existent. Pourquoi pas des mécanismes de référendum? Pourquoi pas une chambre tirée au sort? Moi, j'y crois beaucoup, qui rassemblerait… alors, il y a un CESE au niveau européen, mais on ne sait pas bien à quoi il sert. Et si demain, il y avait une chambre tirée au sort à l'image de l'Europe qui pourrait se prononcer sur des enjeux de long terme, peut-être que ça pourrait aider dans le rapport de force qu'on est en train d'essayer de construire pour changer les choses. Voilà les petits changements institutionnels que moi, je préconiserais, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas se laisser empêtrer dans ces débats et qu'il faut tout de suite emmener les choses sur comment est-ce qu'on peut donner à voir que plutôt qu'un verrou, l'Europe est un levier de progrès écologique et pourquoi pas social. Alors, je suis d'accord sur l'idée que le principal, c'est les chantiers qu'on doit mettre en place à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas passionner des foules pendant des siècles sur des débats institutionnels. En l'état actuel des institutions, on pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait à l'échelle européenne si les rapports de force politiques nous permettaient, s'il y avait des divisions qui se déclinaient en chantiers. Par exemple, typiquement, tu as totalement raison sur ce que tu as dit sur la faiblesse de la taxe carbone aux frontières aujourd'hui, sur sa nécessaire extension, mais on retrouve ça à chaque fois. Enfin, aujourd'hui, on va vous dire qu'on fait des champions industriels dans les nouvelles technologies ou dans les industries de la transition, mais c'est extrêmement limité. Et donc, il faut d'abord montrer qu'on protège à l'échelle européenne, qu'on oriente vers la transition, que ça fonctionne. Et c'est ça qui permettra des avancées en termes de délégation de souveraineté au niveau européen. Donc, je suis d'accord que le débat principal serait ça. Après, il y a quand même une question qui doit être posée, qui est la question du budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des ressources propres pour un budget européen. Donc, il faut quand même qu'il y ait un bon fédéral, même si le débat, ça ne doit pas être fédéralisme contre souverainisme, mais il faut qu'il y ait un bon fédéral sur certains domaines qui permettent d'abonder directement le budget européen pour mener à bien les projets. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on est vraiment en train de gagner la bataille idéologique sur plein de sujets. On a mentionné, par exemple, là, moi, je suis rapporteur sur la question de l'import ban, le bannissement des produits d'esclavage de notre marché. Donc, utiliser le fait d'être le premier marché du monde pour essayer d'avoir un minimum d'impact et en gros, pas être la poubelle des États-Unis, puisqu'ils ont fait un import ban. Depuis, en gros, nous,
on a dans nos magasins tous les produits de l'esclavage de partout sur Terre, parce que nous, on n'a aucune règle qui empêche ces produits d'arriver dans nos magasins. Et donc, on fait l'import ban, mais ensuite, comment on l'applique? Et là, quand on a simplement des autorités nationales qui appliquent le projet, moi, j'ai fait la tournée des ports, et il y a des pays comme les Pays-Bas qui ont fait de l'ouverture totale du port de Rotterdam à tout type de produits, une sorte de business model national. Et donc, s'il n'y a pas un contrôle européen avec une administration européenne qui répond à la Commission et qui surveille la mise en œuvre des textes européens, on va avoir des problèmes. Et ce qui est vrai, c'est que moi, je vois qu'on surcharge à chaque fois la barre des fonctionnaires européens, que nous, on a plein d'initiatives et on leur dit, c'est génial, prenez ça. Et derrière, c'est l'horreur, en fait. Ils sont 5 pour gérer des trucs qui sont immenses et ils ne dorment plus, des cernes incroyables. Et à la fin, il y a une application des projets européens qui est complètement disparate parce qu'il n'y a pas de budget européen. Et donc, si on veut faire de l'Europe vraiment l'arme fatale contre le réchauffement climatique, si on veut reprendre en main notre destin face aux multinationales à l'échelle européenne, il va quand même falloir qu'on arrive à produire des ressources propres pour que l'Union européenne ne soit pas juste une facilitation entre différentes nations qui ne suivent pas les mêmes objectifs. Et la même chose, ça aussi c'est institutionnel, mais par exemple la règle de l'unanimité, c'est une catastrophe parce qu'en fait, sur la question de politique étrangère, c'est ça aussi qui mine nos sanctions. Sur la question fiscale, par exemple, moi je suis le dossier parce qu'on l'a vu que c'est genre la passionnariat de la question fiscale au Parlement européen. Et on pourra faire tout ce qu'on veut, mais tant que, et j'ai rien contre les Pays-Bas, encore une fois, sur toutes les libertés publiques, franchement, c'est un pays que j'admire. En plus, je suis un fan de Spinoza et d'Amsterdam et de toute l'histoire néerlandaise. Mais il se trouve que là, quand un PMU au coin de la rue et Starbucks vendent tous les deux du café et que le PMU paye 3 fois plus d'impôts que Starbucks parce que Starbucks est domicilié aux Pays-Bas, il y a un problème. Et donc là, il y a des blocages et pour faire sauter ces verrous, il va falloir des changements. Là où je suis complètement d'accord, c'est que ce n'est pas le choix entre la fédération européenne, auquel on a le droit d'adhérer philosophiquement, et le nationalisme. Ce n'est pas ça qui est en face à face. C'est pour résoudre un problème qui mine la cohérence européenne, pour résoudre un problème qui rend les gens objectivement justifiés dans leur colère, on a besoin de changer tel ou tel blocage, de faire sauter tel ou tel verrou institutionnel. Donc ça, c'est des questions qu'il faudra quand même qu'on mette sur la table, et y compris, je te remercie, la question du Parlement européen, qui est vraiment une enceinte ultra-démocratique. Dans son fonctionnement, moi je le vois, et c'est d'ailleurs, franchement, il faudrait que tous les politiques français fassent un stage au Parlement européen. Parce qu'on apprend, en fait, on apprend à parler aux gens ne pensent pas comme nous. C'est un truc fondamental, pas simplement parce qu'ils viennent d'autres pays, mais parce qu'en fait, comme il n'y a pas de majorité au Parlement européen, on est obligé de convaincre un conservateur slovaque que le devoir de vigilance des entreprises, c'est bien. Ouais, mais n'empêche, je vous jure, quand vous êtes dans une position à gauche et minoritaire dans le pays, dans votre propre pays, et que vous répétez toujours les mêmes mots, et vous restez dans votre entre-soi, vous n'allez pas devenir majoritaire. Donc, ce que ça apprend, c'est à garder la même radicalité d'objectif, mais à entendre la parole de l'autre et à formuler ses idées de telle sorte que l'autre puisse aussi y adhérer de temps en temps. Mais ça, c'est un effort qui n'est pas ultra commun, c'est clair en France. Pour moi, à gauche en général. Pas un truc qui est beaucoup pratiqué. Donc, c'est une institution démocratique assez fascinante.
je trouve, et je me pince encore souvent quand j'assiste à des débats politiques, et je me dis, c'est quand même génial que ça existe, mais c'est pas possible qu'un Parlement ne puisse pas lever l'impôt. Je rappelle que tous les parlements ont été créés pour ça, pour lever l'impôt et gérer l'utilisation de l'impôt, et que, par ailleurs, un Parlement doit avoir une initiative législative, et ça, c'est primordial. Et donc, pour que cette expérience démocratique du Parlement européen devienne réellement souveraine, il va falloir que le Parlement européen prenne plus de pouvoir. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est un peu de la faute des députés européens aussi. Le Parlement n'a pas plus de pouvoir, parce qu'on est quand même en droit, nous, enfin, on a le pouvoir de valider ou pas les budgets, de valider ou pas les accords de libre-échange, les accords d'investissement. Que si on établissait un rapport de force plus dur avec les autres institutions pour obtenir justement les avancées institutionnelles qui sont nécessaires pour qu'on soit un Parlement de plein droit, on serait pris au sérieux de manière plus évidente par les autres acteurs. Mais voilà, ça, c'est du rapport de force, ce n'est pas toujours la chose la plus répandue à Bruxelles pour des raisons objectives. Merci pour vos deux réponses très claires. En attendant qu'Alia arrive, je préviens simplement celles de ceux qui nous regardent en vidéo, et la salle aussi, mais celles de ceux qui nous regardent en vidéo, qu'on passera dans quelques minutes aux questions du public. Et n'hésitez pas, donc, même si vous êtes en distanciel, à poser des questions dans le chat, on les sélectionnera et on les partagera. Du coup, me revoilà pour une question un peu plus centrée sur les relations internationales au-delà de l'Union européenne. Donc, vous avez évoqué à nombreuses reprises donc, ces rapports de force internationaux où l'Europe était peut-être naïve ou en tout cas en retrait. Et ma question, justement, c'est sur comment est-ce qu'on peut arrêter, donc, en tant qu'Européens, d'être aussi idéaliste, si on peut dire, et devenir réellement plus influent. C'est tellement bien la question. Non, mais il faut utiliser ce qu'on a déjà. Première chose. Et qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le premier marché du monde. Et donc, tout l'enjeu doit être de transformer un marché en une puissance politique. Et ça passe par l'utilisation de ce qu'on a, le marché, pour imposer des normes et des règles. L'import ban, la directive sur les produits de la déforestation, c'est deux exemples de ce qu'on doit absolument faire désormais, c'est-à-dire utiliser notre puissance, enfin, déjà utiliser notre marché pour devenir une puissance commerciale, ce qui deviendrait une puissance politique. Jusqu'ici, à l'échelle européenne, on a considéré le commerce comme une fin en soi. D'ailleurs, ça se matérialise dans un fait très simple au Parlement. C'est que la commission commerce international à laquelle j'appartiens, que je cherche par tous les moyens à abolir, la commission commerce international est autonome. Genre, en fait, on fixe nos propres objectifs. On correspond à une DG, qui est la DG Trade à la commission, DG Commerce. Et c'est un monde comme ça qui discute, mais sans répondre à aucune autorité politique, en réalité, qui nous soit supérieure. Il y a une commission affaires étrangères, donc qui formule l'ambition géopolitique de l'Union européenne, et une commission commerce international, qui gère la seule compétence véritable européenne, c'est-à-dire les accords commerciaux et le commerce. Et entre les deux, il n'y a pas de communication. Donc en fait, par exemple, je prends l'exemple du Parti populaire européen, de la droite européenne. En commission affaires étrangères, ils sont radicalement pour une politique bien plus dure à l'égard de la Chine. Ils sont à l'avant-garde de la lutte contre les violations des droits humains en Chine. Et ils sont pour qu'on accepte le rapport de force avec le régime de Pékin. En commission commerce international, ils sont complètement pour l'accord d'investissement avec Pékin et complètement sous l'emprise
des grandes entreprises européennes qui ont délocalisé leur chaîne de production en Chine et qui ont objectivement besoin que les choses aillent très bien entre Bruxelles et Pékin. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment c'est possible que dans le même groupe, et parfois c'est des députés, donc ils sont bien scindés à l'intérieur d'eux-mêmes, comment c'est possible qu'en fait, on ait comme ça deux lignes complètement contradictoires, et ce qui fait que la commission Affaires étrangères est transformée en méga think tank, où en gros, vous arrivez, vous buvez votre café, vous échangez, ouais, alors là, vraiment, il va falloir être dur sur Pékin parce que c'est insupportable ce qu'ils font aux Ouïghours et tout. Ah, ok, super, là, tout le monde est d'accord. Et ensuite, même groupe, ils sont pour signer l'accord d'investissement. Ils ont même oublié qu'il y avait des Ouïghours sur Terre. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la même commission. Et parce que la commission commerce est autonomisée. Mais ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, la social-démocratie européenne a beaucoup œuvré dans ce sens. On peut lui reconnaître cette success story incroyable d'avoir gravé dans le marbre à l'échelle mondiale des principes des néolibéraux sans le savoir, ou en le cachant ou en le l'assumant, ce qui est vraiment un moment problématique de la gauche européenne dans les années 90. Mais le commerce est devenu le moyen. Le commerce, normalement, il doit répondre à des fins. Ça doit être un moyen au service d'une fin. Ça peut même être une fin totalement égoïste, l'accroissement de puissance de la France. Okay, donc là, on utilise le commerce pour accroître la puissance de la France. Mais le but, c'est d'accroître la puissance de la France. Le commerce est devenu un but en soi. Et ça, c'est la négation même de la politique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est remettre la politique, la fin, au-dessus du moyen. Et c'est pour ça que je suis pour abolir. Mais ça, c'est un projet qui peut arriver les foules. C'est juste moi, ça me plaît le soir de me dire que je suis pour l'abolition de la commission commerce internationale. Mais ce ne sera pas le cœur d'une campagne électorale en France, évidemment. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut remettre le moyen au service de la fin. Et c'est la même chose sur tous les sujets. Il faut remettre le moyen au service de la fin. Il faut identifier les fins, et les fins, on les connaît. Et donc, le commerce, eh bien, c'est notre puissance, à condition que ça serve une fin. Et la fin, ça doit être la lutte contre l'effondrement climatique, ça doit être la défense de l'autonomie stratégique, la construction de l'autonomie stratégique européenne, ça doit être la défense d'un modèle social, ça doit être la défense de nos libertés, de notre mode de vie, comme tu dis. Ça, c'est les fins. Et ensuite, les moyens qu'on a à utiliser, ils existent. On ne va pas abolir le marché européen. On va au contraire s'en servir pour construire quelque chose d'autre. Et ça peut amener des gens qui ne sont pas du tout sur notre ligne politique, sur plein de sujets, mais on peut construire des coalitions en Europe là-dessus. Et ça fonctionne au Parlement européen. Pourtant, si on nous avait dit il y a 2 ans qu'on en serait en train de finaliser l'accord sur le bannissement des produits d'esclavage ou sur le devoir de vigilance, c'était très compliqué à imaginer. Mais il y a un momentum comme ça, kairos, pour une rupture. Et cette rupture, elle ne fonctionnera que si on embarque. Et ce que tu disais tout à l'heure, juste, je termine là-dessus, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est important. Sur pourquoi cette guerre qui ébranle le continent européen peut aboutir, paradoxalement, même si on s'est réveillé à l'histoire, à une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis. Et ce sera un résultat paradoxal, mais qui est en train d'arriver. C'est largement à cause de la France et de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte ici à quel point la France a raté le train de l'histoire. On était dans un moment où si Emmanuel Macron avait assumé le leadership, qui était président en exercice de l'Union européenne, le leadership sur le front de la résistance à Poutine et sur le soutien à l'Ukraine, l'Europe pouvait réellement basculer. Et tu as raison, dans les premières semaines, il y a eu un moment européen. Et donc, les tergiversations de Paris et Berlin, en fait, ont repoussé des pays comme la Pologne et les pays baltes dans les bras de Washington. Et pour une raison qui doit nous
vous questionnez. Vous êtes estonien, vous êtes lituanien, vous êtes polonais. Honnêtement, comment vous pouvez ne pas vous dire que, in fine, l'attitude de Paris et de Berlin sera de vous sacrifier si vous avez un immense problème de sécurité. On envoie tous les signaux pour faire ça. Et depuis des années. Et donc, chaque fois qu'on a, il ne faut pas humilier la Russie, ou un mirifique voyage en Chine qui se conclut par il faut balancer Taïwan sous le bus, et bien n'empêche qu'on fait reculer l'autonomie stratégique européenne. Parce que l'autonomie stratégique européenne, elle doit se faire avec les Européens. Et donc les Européens, ce n'est pas que des Français et des Allemands. Les Européens ont des problèmes de sécurité nationale et menacés dans leur existence même par la Russie. Et donc, oui, ça va produire un résultat paradoxal. Oui, c'est dangereux parce que personne ne contrôle les options stratégiques qui sont prises par les États-Unis dans les années qui viennent. Mais ça, si on veut remédier à ça, ça suppose par une vraie introspection à Paris et à Berlin, et en particulier à l'Élysée et à la Cour également. Ouais, je vais poursuivre rapidement là-dessus avant d'embrayer sur ce que je voulais dire, mais j'ai oublié de le préciser tout à l'heure qu'effectivement, cette dépendance de la sécurité européenne des États-Unis, c'est in fine beaucoup la faute de la France. Parce qu'à la fin des fins, s'il y a une Europe de la défense, d'accord, elle devra reposer notamment sur le parapluie nucléaire français, peut-être britannique. Nous sommes les deux pays européens qui avons le parapluie nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il faudra que nos amis, les Polonais, les Baltes, qui vous voulez, aient l'intime conviction que quoi qu'il leur arrive, nous les placerons sous notre parapluie. Nous les défendrons. En attendant, l'arbitrage qu'ils font, c'est, en fait, je pense que les États-Unis, même s'il y a Trump, même si tout ce que vous voulez, ils sont plus crédibles que vous, Français, pour nous protéger. Et ils ont raison de penser ça. Ils ont raison. Parce que quand vous voyez qu'à la dernière élection présidentielle 2022, vous avez 2 candidats à la présidentielle sur 3 qui vous disent « Non, mais il ne faut pas armer la résistance ukrainienne », ils se disent quoi, en fait, de la première puissance militaire européenne? Ils se disent légitimement que nous ne sommes pas fiables. Et en fait, si vous voulez, si vous n'aimez pas l'OTAN, vous avez intérêt à dire qu'il faut défendre les Ukrainiens. Puisque si vous ne faites pas ça, il n'y a pas d'Europe de la défense, donc l'OTAN. Vous voyez? Donc, on est empêtré dans des contradictions débiles si on veut se passer de l'OTAN. Et moi, je suis très favorable à cet objectif. Il faut s'en passer. On ne peut pas être dans une solution 100% OTAN pour la défense européenne. Il faut être crédible sur la défense des Ukrainiens aujourd'hui et des autres demain. Si on ne montre pas que quoi qu'il arrive, nous les défendrons, eh ben, il n'y aura jamais d'Europe de la défense. Voilà. Sur la question des relations internationales, de la façon dont l'Europe peut se projeter dans tout ça. Alors on dit, oui, il faut que l'Europe devienne une puissance, soit autonome, etc. Mais quel type de puissance? Moi, j'interroge ça profondément. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est une sorte de nouvelle guerre froide entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. Et puis, vous avez l'Europe qui est un peu amalgamée à l'Occident, mais qui disparaît complètement dans cette notion d'Occident. Et puis, vous avez tout un ensemble de pays qu'on dit aujourd'hui multi-alignés, qui sont dans une logique un peu transactionnelle, qu'on appelle les pays du Sud global. J'observe que d'un côté, du côté des États-Unis comme du côté de la Chine, on a une conception de la géopolitique qui nous emmène vers un monde à plus 4 degrés de réchauffement. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où l'urgence écologique reconfigure totalement les relations internationales, puisqu'on n'a jamais été aussi interdépendants. C'est-à-dire que quand on déforeste l'Amazonie ou quand on ouvre une usine à charbon en Chine, ça nous impacte, nous, ici, en Europe. Mais on ne peut rien y faire. Donc, si on n'en tire pas les conclusions sur le plan des relations internationales, si on n'invente pas un nouveau mode où on va substituer la coopération à la compétition et au conflit, on ne va pas y arriver et on va aux 4 degrés de réchauffement climatique. Donc, l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire au milieu de ça? Elle doit être une puissance, se doter des attributs qu'on peut dire classiques de la puissance, hein, une défense, une capacité militaire, une industrie, tout ce que vous voulez.
mais elle ne doit pas rajouter des feux dans un monde qui est déjà au bord de l'embrasement. Elle doit être une puissance qui appuie sur le frein et une puissance de coopération. Joe Biden, en novembre 2022 à Bali, il dit « Non mais rassurez-vous, avec Xi Jinping, je ne recherche pas le conflit, je recherche la compétition. » Mais non, non. Tu recherches la compétition sur quoi? Sur l'intelligence artificielle, sur la maîtrise de telle ou telle technologie? À quoi ça sert, en fait? Là, l'urgence, elle est climatique, notamment. Il y a aussi des questions de respect des droits humains, de progrès social, tout ce que vous voulez. Mais il faut complètement rompre avec une sorte de vieille théorie qu'on a appelée réaliste des relations internationales, où en fait, on considère que le monde est une jungle, que les peuples sont des animaux qui se dévorent et que pour ça, du coup, il faut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour s'armer jusqu'aux dents. Moi, je m'intéresse à la façon dont on peut essayer de sortir de ça et c'est pas simple. Et je lis notamment des papiers de féministes américaines, mais pas seulement, qui se sont intéressées justement au biais genré derrière la théorie réaliste qu'on nous présente comme une théorie universelle, c'est-à-dire les États ont intérêt à se défendre et à manger les autres. Ça, c'est un présupposé masculin du monde. Et ces études sont très intéressantes parce qu'effectivement, sans chausser les lunettes du genre, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais ce n'est pas une vision universelle, si vous voulez. Et en l'occurrence, c'est une vision qui s'intéresse à l'individu, à sa puissance, à sa capacité à dominer les autres, mais pas au milieu. Et elle ne tient pas compte du fait qu'en fait, l'individu ne peut pas survivre si le milieu lui-même n'est pas soutenable. Et si vous transposez ça aux relations internationales, qui plus est sur fond d'urgence écologique, vous vous rendez bien compte que notre intérêt, ce n'est pas simplement d'établir une balance de sécurité ou je ne sais quoi, c'est de reconnaître notre interdépendance à tout le monde et d'essayer de coopérer. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire au milieu de tout ça? Beaucoup, beaucoup de choses, mais je suis trop longue. Ce qu'elle peut faire, c'est utiliser d'abord sa puissance normative pour essayer de ralentir la compétition engagée entre la Chine et les États-Unis autour notamment des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Il y a eu des règlements assez ambitieux sur l'intelligence artificielle portés par le commissaire français d'ailleurs, M. Breton. Elle peut aussi prendre les pays du Sud global à témoin. On a perdu totalement la bataille du récit vis-à-vis de ces pays-là. On a laissé la Russie et puis aussi la Chine accomplir des œuvres de désinformation en Afrique, en Amérique latine. Il faut rattraper ça et il faut que l'Europe elle soit capable de prendre les pays du Sud global à témoin et de leur dire vous avez quoi à gagner là de cette nouvelle guerre froide, vous avez quoi à gagner de ce monde binaire qui vous demande de choisir des camps en permanence et qui ne répond pas, en l'occurrence, à une de vos priorités, qui est la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est vous, en l'occurrence, qui êtes les plus touchés. Donc, il faut que l'Europe, elle apparaisse comme ça, comme cette puissance d'équilibre. Donc, moi, voilà, je me différencie un peu d'un discours, par exemple, qui peut être celui d'Hubert Védrine, en disant, ouais, il faut que l'Europe, elle devienne un carnivore et tout. Oui, il faut que l'Europe, elle soit une puissance industrielle, militaire, etc. Mais pour faire quoi à la fin? Pour essayer quand même de rendre le monde un peu plus coopératif et un peu plus respirable. Ça, c'est pas être idéaliste. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Avant juste de passer aux questions du Zoom et de la salle, on va juste transmettre une question de notre co-secrétaire de section qui n'a pas pu être avec nous ce soir sur justement les élections européennes. Mais comment est-ce que vous voyez donc cette période de campagne qui va commencer l'année prochaine et vis-à-vis surtout de la stratégie médiatique, quelle stratégie médiatique adopter en vue de ces élections? C'est une question, quelle stratégie médiatique? Ouais. C'est toi qui me passer là. Voilà. C'est ça qu'on voit tout le temps, là. C'est le carnet de banding. Déjà, la stratégie, c'est d'avoir le meilleur projet possible et de montrer ça. Bah oui, mais c'est un peu con comme réponse, mais c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on raconte une histoire qui est l'histoire d'une transformation du monde par l'échelle européenne. Et il va falloir montrer que ce qu'on porte à l'échelle européenne a un impact
au coin de la rue et que c'est fondé doit être fondé sur des histoires, à mon avis, extrêmement concrètes. Parce que quand vous parlez de fiscalité à l'échelle européenne, c'est le Starbucks, c'est le PMU. Quand vous parlez de nouvelles pratiques commerciales ou de nouvelles règles, c'est la fermeture des usines ou l'ouverture des usines. Enfin, c'est des choses extrêmement concrètes et qui se décident à l'échelle européenne. Et je crois qu'il faut aussi essayer de porter une parole vraie. C'est-à-dire que c'est trop facile d'expliquer aujourd'hui qu'on va prendre le pouvoir contre l'Europe néolibérale. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sincère. Il faut partir de la réalité actuelle, ce qu'on a essayé de faire en ce temps. C'est-à-dire qu'il y a des amorces de changement à l'échelle européenne et que nous, on va porter une vision qui va accélérer ces changements. Ça va faire en sorte que l'Europe devienne protectrice, oui, qu'elle redevienne un espace de production, qu'elle redevienne un espace de production de normes qui ont une visée globale et qui vise effectivement à empêcher l'effondrement climatique ou à contrer la résurgence des modèles les plus autoritaires et les plus liberticides. Et donc ça, il va falloir le porter et le porter de manière ultra claire. Et je ne crois pas que ce soit une stratégie médiatique, c'est d'abord une stratégie vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, moi, je me suis fait une promesse au moment de cesser d'être un essayiste pour devenir un essayiste en politique, c'était d'être fidèle à cette sincérité qui te permet justement de dire les choses vraies. Tu penses être vrai, parce que la vérité n'est pas notre propriété. Et il va falloir être fidèle à ça. Et donc, assumer aussi des clivages. On ne pense pas tous la même chose sur la question européenne. Assumer le fait qu'on ne voit pas tous à gauche, en France, d'accord sur l'Ukraine et d'accord sur l'Europe de la défense, d'accord sur l'Europe comme horizon nécessaire de transformation. Et ça, c'est voilà, c'est comme ça. C'est, à mon avis, la seule stratégie possible, c'est la stratégie qui correspond à ce qu'on croit, sincèrement. Et je suis, moi, convaincu qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui croient la même chose et qui ont envie de voter en étant pro-européens, soucieux de solidarité sociale et conscients de l'urgence climatique. Et qui réunissent ça en eux. Et nous, il faut qu'on porte ça. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut, c'est, voilà, nous, à Place Publique, vous êtes en pleine convention, nous, à Place Publique, on est en pleine réflexion et réunion thématique sur les axes d'un projet européen. Vous participiez donc au moment de la réflexion sur le projet européen aussi. Et je pense que les Verts sont aussi en train de réfléchir à leur projet européen. Mais ce qu'il faut faire ensuite, c'est clairement voir quelles visions sont possibles de porter ensemble et là où il y a des clivages avec d'autres forces politiques qui rendent cette sincérité-là problématique. Et assumer, une fois qu'on produit une pensée, il faut assumer ensuite de la défendre et jusqu'au bout. Et je crois que ce sera la meilleure stratégie médiatique parce qu'ensuite, les médias, honnêtement, ça découle de ce que tu projettes. C'est-à-dire que si on arrive et qu'on est hésitant et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on croit, finalement, ça va être une boucherie médiatique. Mais si on est confiant et qu'on sait qu'on est porté par une sorte de flamme intérieure et qu'on a envie et qu'on sait que c'est la dernière élection avant la bascule et que si on ne score pas maintenant, eh bien, l'Europe va vraiment se déliter face à des menaces qui sont incroyablement urgentes, je crois que l'impact médiatique suivra. Ah, tu ne veux pas répondre à l'impact médiatique? Tu as très bien répondu. Donc, ça va nous permettre de passer aux questions de la salle. On va faire une première tournée, si je puis dire, de 3 questions, 4
Vas-y, Kylian, tu veux commencer. Je vais être très bref. Alia vient de poser la question sur la stratégie médiatique. Moi, je vais poser une question sur la stratégie tout court. Pierre Jouvet a dit hier dans JDD que le Parti socialiste était ouvert à une réflexion commune avec les autres partis. Je ne connais pas la position de Place Publique, et du coup, seriez-vous favorable à une liste commune de gauche aux élections européennes? Est-ce que pour le Zoom, ils entendent les questions? On peut prendre toutes les questions à la suite, hein, je te rappelle. Donc, la question de Kylian sur la question de la liste commune Il ne faut pas toucher le truc. sur les européennes. Peut-être une deuxième, troisième, quatrième question. Vas-y, Oscar. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points, donc 2 articles publiés par Mediapart hier, sur comment se finance la guerre en Ukraine en ligne, où notamment on a vu le 14 avril que des bataillons qui appartiennent au gouvernement Mariupol ont bénéficié de financement via des plateformes comme PayPal. Donc, en fait, j'aimerais savoir, selon vous, comment aujourd'hui on peut financer une guerre via des modèles de paiement en ligne, et comment on peut financer des opérations militaires et des modèles de paiement en ligne. La deuxième question va plus porter sur la Chine. Selon vous, quels sont les moteurs de la croissance de la Chine aujourd'hui et c'est vraiment basé sur les exportations, ou est-ce que c'est plus basé sur la consommation des ménages ou sur l'industrie? Donc, pour le Zoom, les questions d'Oscar, je n'aurais pas tout noté. Donc, grosso modo, la première question, comment financer une guerre par les paiements en Par ligne, PayPal. avec l'exemple de... Et la deuxième, sur les moteurs de croissance de la Chine. Ouais. Ah, voilà, pardon, je suis désolée. Cohérent, et du coup, de cohérence, notamment sur la soutenabilité du côté, en dommage que ce soit la charge de la preuve normalement, parce que c'est pas super, mais n'empêche que c'est lié des questions qui sont soulevées, notamment la question du financement, je pense que effectivement la question du financement à l'impôt. Dans un monde de diversifier et de essayer de partage de richesse avec les gens, et du coup, je me demande. Il y avait pour le coup la stratégie qui marque largement au consentement à l'impôt. Alors, le parti des États-Unis là-dessus, mais pas tout à fait Ok, donc pour le Zoom, une question sur la stratégie de consentement à l'impôt, grosso modo. Oui, vas-y. Là, pas aussi une partie Donc, sur le financement... non, pardon. C'est bloqué sur PayPal. Là. C'est ça. C'est vrai qu'il y a de quoi. Hein, mais... Voilà, donc sur les commentaires de Lula sur l'armement. Est-ce que... Oui, pardon. Je me demandais, est-ce que c'est le rôle des institutions européennes de lutter contre l'extrémisme une partie lesquelles mécanismes en place qui pourraient être proposés. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'UE de lutter contre la montée de l'extrémisme et de l'extrême droite en Europe? Allez. Je vais commencer par la dernière question parce qu'en l'occurrence, la montée des droits identitaires en Europe, c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup écrit et qui traverse toute une partie de mon livre.
je fais le diagnostic que les droites identitaires en Europe sont parvenus à proposer une nouvelle idée de l'Europe et agissent sur un mode transnational bien plus efficace que toutes les autres forces politiques, gauche comprises. Et ça, c'est quand même assez inédit dans l'histoire de notre continent. Pourquoi ? Parce que ces droites identitaires, singulièrement depuis la crise migratoire de 2015, elles proposent à travers leur gourou qui est Viktor Orban, l'idée qu'il faut faire l'Europe pour protéger la civilisation européenne blanche et chrétienne contre tout ce qui la menace, à savoir l'immigration extra-européenne, enfin les musulmans, et ce qu'ils appellent la propagande LGBT. Donc, il faut restreindre le droit à l'avortement, le droit des personnes homosexuelles, et puis il faut très concrètement utiliser le budget européen, qui n'est pas bien gros pourtant, pour financer des murs aux frontières de l'Europe. Ça, c'est une demande concrète qui a été formulée par la Pologne et validée par 15 ministres de l'Intérieur de gouvernements qui n'étaient pas tous d'extrême droite. Donc, on a une extrême droite en Europe qui avance ses idées et qui réussit à la fois à détourner nos valeurs. On l'a vu avec l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ça a sauté aux yeux qu'on a accueilli en un mois 5 millions de réfugiés ukrainiens blancs et chrétiens, alors que 7 ans plus tôt, on avait, dans le sang et les larmes et au prix d'une crise politique interminable, accueilli péniblement 1 million de réfugiés syriens. Donc, le monde a vu qu'en réalité, le droit d'asile pour l'Europe, ce n'était pas universel. Et ça, c'est problématique et ça, c'est l'effet concret de la montée des droits identitaires sur notre continent. Que peut l'Europe face à ça ? Beaucoup de choses. Déjà, il faut qu'elle prenne conscience de la menace qu'elle a en face, c'est-à-dire que en fait, maintenant, les extrêmes droites, elles ne veulent plus sortir de l'Europe. Ça fait longtemps, ça fait singulièrement depuis 2019, qu'elles veulent la détourner de l'intérieur, que l'obsession qu'elles nourrissent pour l'identité n'est plus centrée uniquement sur la nation, mais aussi sur l'idée de civilisation dont l'échelle est européenne. Et c'est ce qui les rend plus dangereuses et c'est ce qui les rend conquérantes à l'échelle européenne. Alors, la Commission a récemment inventé un truc qui s'appelle le mécanisme qui conditionne les fonds européens au respect de l'état de droit. Elle l'a déclenché contre la Pologne, contre la Hongrie. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que moi, mes impôts, je ne veux pas qu'ils servent à financer des zones d'exclusion des personnes LGBT en Pologne, ni la stigmatisation des femmes qui souhaitent avorter en Hongrie. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi une bataille culturelle à mener plus largement. Moi, quand je vois le président du Conseil européen, Charles Michel, valider la proposition polonaise que le budget européen serve à financer des murs aux frontières de l'Europe, on voit bien que la bataille des esprits, elle est plutôt en train d'être gagnée par l'extrême droite. Donc là, il faut que nous, les gauches, les forces progressistes, pas que de gauche d'ailleurs, partout sur le continent, on soit plus au clair sur l'idée de l'Europe qui est la nôtre, qu'elle soit aussi cohérente et conquérante que celle qui est en face, et puis qu'on la promeuve, quoi. Enfin, ça renvoie à la question de la stratégie. Bon. Et puis effectivement, qu'on ne tolère aucune atteinte à la dignité et à l'état de droit sur le sol européen. Il en va de notre cohérence et de la façon dont on conçoit notre modèle de civilisation. On ne peut pas le défendre vis-à-vis de l'extérieur si on n'arrive pas déjà à le défendre chez nous. Ensuite, sur Lula, je remonte comme ça, de façon... là, clairement, Lula, il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui vous dit, moi que j'aime beaucoup par ailleurs, qui a beaucoup fait pour le Brésil, qui est un vrai homme de gauche. Bon, il y a des questions de corruption et de tout ce que vous voulez, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est quelqu'un qui raconte que l'invasion de l'Ukraine, c'est à cause des États-Unis. C'est pas possible, en fait, comme récit. Donc, c'est quelqu'un qui, légitimement, a une rancœur contre les États-Unis, à forte raison, parce que l'action des États-Unis en Amérique latine, elle a été très, très longtemps délétère. Hein. Je pense que c'est une évidence. Donc, il y a un ressentiment à l'égard de ce que représentent les États-Unis et de la façon qu'ils ont de s'indigner à géométrie variable et de respecter le droit international, enfin de demander le respect du droit international à géométrie variable. Mais le problème, c'est que quand on est cohérent contre l'impérialisme, il faut l'être contre tous les impérialismes. Il faut l'être contre l'impérialisme américain, mais aussi contre l'impérialisme russe. C'est ça le problème de Lula, c'est qu'il n'est pas cohérent. Enfin, si tu condamnes à juste titre l'intervention des États-Unis en Irak ou au Chili du temps de Pinochet, condamne aussi l'annexion par la Russie de tout un pan du territoire ukrainien et l'invasion et tout ça. Donc ça, il faut quand même le dire aux pays du Sud global.
Mais il faut aussi entendre qu'aujourd'hui, le narratif Occident nous dessert, nous, Européens. Parce que déjà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire l'Occident. On y met le Japon, la Corée du Sud, le Chili, l'Europe, les États-Unis. Bon. Et par ailleurs, l'Europe, elle disparaît dans l'Occident. Donc, je pense que pour savoir reparler à ces pays-là, c'est la question que tu poses, il faut leur parler en européen et pas comme apparaissant rattaché à un camp qui subit des perceptions négatives à tort, mais aussi à raison. C'est bien la raison pour laquelle Poutine ne fait que parler d'Occident, c'est qu'il sait très bien que ça résonne négativement aux oreilles de tous les pays du Sud global. Donc là, c'est vraiment… la sémantique est importante en géopolitique, hein, ça façonne les représentations. Voilà. Je continue la liste de cours. Non, mais je vais en laisser à Raphaël, notamment PayPal. Non, mais très rapidement, parce que Raphaël, je sais que tu dois partir. Sur le consentement à l'impôt, le partage des richesses, je pense que ça, en tout cas, ta question fait écho à ce que j'essayais de raconter tout à l'heure sur c'est quoi une Europe post-croissance, notamment délivrée de l'obsession du PIB. Effectivement, on sait qu'on n'arrivera pas à cette Europe post-croissance, à une économie qui puisse être orientée sur la réponse à des besoins concrets et pas simplement des besoins qu'on invente pour répondre à des logiques de profit, genre on a besoin du métavers. Si, ça va être très utile, vous allez pouvoir apprendre l'Antiquité en voyant le gars dans la pièce. Et tout. Comment on fait ça? Et ben, effectivement, on n'arrivera pas si on ne réduit pas les inégalités, si on partage mieux le gâteau. On sait qu'aujourd'hui, l'écologie, elle ne peut être que socialiste, que sociale, parce qu'il n'y aura pas d'écologie s'il n'y a pas de réduction des inégalités. On sait que ce sont les riches qui polluent le plus et que ce sont les pauvres qui pâtissent le plus du réchauffement climatique. Il n'y aura pas d'écologie non plus sans gouvernance démocratique des biens communs, que sont l'eau, la terre, l'air, mais que sont aussi les entreprises. Donc, il faut partager les richesses et sur le consentement à l'impôt, enfin, en fait, le problème quand même auquel il faut qu'on s'attaque pour qu'il y ait un meilleur consentement à l'impôt, c'est qu'on s'attaque à ceux qui évitent l'impôt et aujourd'hui, ce sont les multinationales. Raphaël le rappelait, il y a des pays en Europe, malheureusement, qui ont construit l'entièreté de leur modèle économique sur la concurrence fiscale déloyale, l'Irlande et les Pays-Bas. Et aujourd'hui, qui nous disent non, mais moi, je ne veux pas harmoniser les taux d'impôt sur les sociétés au niveau européen parce que sinon, je ne sais pas comment me développer. En plus, je suis petit, je suis les Pays-Bas, je suis l'île, je suis l'Irlande. Compliqué. Je préfère rester là, c'est plus facile, ça fait de l'argent facile et du développement facile. Dans ces pays-là, il faut qu'on les accompagne par ailleurs dans leur changement de modèle. Il faut s'attaquer sur le consentement à l'impôt. Pour moi, le principal problème du consentement à l'impôt, c'est que les riches ne payent pas leur juste part, que ce soit les multinationales ou les personnes aisées qui peuvent inventer avec des schémas hyper complexes trouvés à échapper à l'impôt, qui fait qu'en fait, moi, je vais payer plus d'impôts que Bernard Arnault, quoi, en proportion de mon revenu. C'est pas normal. Voilà. Et puis, Raphaël, je te laisse répondre sur la Chine, sur la stratégie liste commune européenne aussi, pourquoi pas, même si tu as partiellement répondu. Ouais, sur PayPal. Voilà, j'ai des bons souvenirs ici. Alors, je vais répondre très, très calmement sur PayPal, que je n'ai pas lu les articles. On va changer un petit peu la question. Moi, je n'ai pas vu. Non, mais parce que je ne les ai pas lus, et par contre, ça m'a intéressé, donc je vais les lire. On va plus peut-être le tourner sur les modèles de financement de la guerre, notamment par Parlement ukrainien, par productivité. Le modèle de financement de la guerre ukrainienne, vous voulez dire? Oui, alors, le modèle de financement de la guerre en Ukraine, il est multiple, puisque je vous signale qu'on est les principaux donateurs au budget ukrainien, puisque aujourd'hui, l'Ukraine, c'est complètement ébranlé financièrement, pour une raison très simple, c'est que son pays est envahi et que du coup, il y a besoin d'une aide macro-financière internationale. Donc les États-Unis, les pays du G7, l'Union européenne sont les principaux financiers aujourd'hui du budget ukrainien. Donc c'est ça le principal financement. Alors sur PayPal ou Petro Poroshenko, moi j'ai pas d'informations, mais voilà pour non, mais vous êtes sympa, mais ok, vous voulez dire quoi?
Non, mais c'est juste en fait, c'est des ONG qui utilisent ces modèles de financement pour financer des opérations. Mais des ONG ukrainiennes Non, des ONG occidentales. et qui financent quoi? Qui financent par des fonds privés, l'armement des unités en fait, combattent en fait, sur plusieurs secteurs d'Afrique. Ah, donc il y a des Il y a des financements privés. ouais, voilà, mais il y en a plein. Il y a des comptes. Vous pouvez acheter des drones, vous pouvez acheter je sais pas, des SUV. C'est de ça dont vous parlez? Oui, voilà. Ben, c'est ultra répandu, mais c'est un élan de solidarité avec la réponse. Moi, dans mon panthéon personnel, il y a aussi des manifs sur le moment de la guerre d'Espagne où les gens ils passaient et ils collectaient des pièces de monnaie. C'est des militants communistes qui faisaient ça. Ils collectaient des pièces de monnaie pour les brigades internationales, pour la résistance républicaine espagnole. Donc, je pense que simplement c'est une version 2.0 des mêmes élans de solidarité qu'il y avait à cette époque-là dans la gauche française. Et je ne sais pas de quoi vous parlez en précis. Ouais, mais je pense qu'il faut lire l'article. Voilà, donc je m'engage à lire l'article et je pourrais donner une réponse un peu plus dédiée. C'est pour ça que je vais commencer par dire que je n'ai pas lu l'article, donc je vais lire l'article. Et on a abouti au même résultat que je peux lire cet article. Et je vais le lire avec intérêt, parce que c'est intéressant. La Chine, aujourd'hui, la croissance chinoise, elle repose sur les deux. Sur le marché intérieur et sur encore les exportations. Mais de plus en plus, elle reposera en quantité plus faible sur les exportations à destination de l'Europe. En fait, aujourd'hui, on est dans un moment d'interdépendance où on peut entrer dans une forme de rapport de force avec le régime chinois parce qu'on a des leviers et que l'économie chinoise est dépendante de nos importations. Mais de plus en plus, et on le voit aussi avec les grandes boîtes européennes, elles sont devenues dépendantes d'abord de l'appareil productif chinois, mais ensuite du marché chinois. Et aujourd'hui, la principale dépendance, à la limite, c'est d'abord le marché. Et donc, c'est une dépendance qui est à la fois en amont et en aval, et ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a pas de lobbyistes engagés par le gouvernement chinois au Parlement, ou très peu. Parce que ceux qui font le taf pour le gouvernement chinois, ce sont les représentants de Volkswagen, d'Inditex ou de Sanofi. Et c'est ce pacte faustien qu'il faut comprendre. C'est les plus grands capitalistes européens ont noué un pacte avec le régime communiste chinois. Et ce pacte, il est extrêmement solide. Et donc, quand vous voulez faire la taxe carbone aux frontières ou la réindustrialisation de l'Europe ou l'import ban, vous allez vous heurter à des intérêts extrêmement puissants et qui sont mis en branle à chaque fois que vous touchez aux questions qui sont relatives à Pékin et Bruxelles, les relations entre l'Union européenne et la Chine. Parce qu'en fait, les relations entre l'Union européenne et la Chine, c'est plus des relations internationales, c'est des relations incestueuses en matière de business. Et donc, il y a trop d'intérêts en jeu pour que ce soit un débat purement intellectuel. C'est forcément un débat qui est avec des lobbyistes extrêmement puissants qui viennent vous défendre les intérêts du régime chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce régime est devenu consubstantiel à l'existence des grands groupes européens. Volkswagen n'existe pas sans la Chine. Et c'est vrai de la plupart des grands groupes, à la fois dans la production, mais aussi, surtout, dans la vente. Et donc, je veux dire, c'est que la puissance du marché chinois va devenir de plus en plus prédominante par rapport à la puissance productive chinoise. Juste sur le pacifisme et Lula, parce que oui, l'histoire de la gauche, ça a toujours été un débat entre le pacifisme et l'antifascisme. Vous avez déjà lu des textes, des livres d'histoire, des interventions, des articles sur cette tension-là. Votre idéal pacifiste, à quel moment il vous permet, au nom de cet idéal de paix,
vient d'être pour envoyer des armes. C'est une vraie question fondatrice, en fait. Et là-dessus, il y a deux traditions. Une qui place le pacifisme au-dessus de tout, quitte à autoriser l'agression fasciste et finalement à donner raison à celui qui fait la guerre, celui qui la déclenche, et celui qui opprime les libertés. Et il y a une autre tradition, de dire qu'on a payé très cher le fait de ne pas aider la République espagnole contre le franquisme. Et entre ces deux traditions-là, il y a un conflit. Et les conflits, ça s'assume. On ne peut pas être à la fois pour la non-intervention en Espagne et antifasciste. Il y a un méga problème de logique. Et de la même manière, on ne peut pas être pour la paix et la stabilité du continent européen sans avoir conscience que ne pas donner d'armes à l'Ukraine, c'est se garantir la guerre sur le continent européen et l'instabilité sur l'ensemble de ce continent. Et donc, voilà. Et à chaque fois qu'on fait face à des régimes belliqueux d'inspiration fasciste, à chaque fois, on a les mêmes questions qui se posent. Et c'est des questions logiques. Spontanément, on n'a pas envie d'envoyer des armes. Personne ne se lève le matin en se disant « chouette, une guerre contre le fascisme ». Mais il y a un débat à avoir entre deux positions qui ont toujours structuré la gauche française. Et je veux dire, on a payé cher à chaque fois le fait qu'on ne soutienne pas les démocrates quand ils sont agressés par les régimes les plus violents et les plus belliqueux. Et encore une fois, ce n'est pas tant une question de solidarité humaniste, simplement, c'est aussi une question de réalisme, au sens non védrinien. Une question de réalisme, c'est-à-dire de lucidité face aux menaces qui pèsent sur nous. On est face à un régime qui a fait de la déstabilisation et de la haine viscérale de nos démocraties la raison d'être de son existence. Donc, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si on le trouve à gagner en Ukraine. Donc voilà, dans ce grand débat-là, je pense qu'il faut assumer de trancher. Parce que face tragique de l'histoire, le « et en même temps » ne fonctionne pas. Et il faut savoir trancher, ce qui conduit à la réponse sur la liste. Je pense qu'il faut d'abord trancher ces questions. N'est-ce pas? Parce que là, on est au moment où l'Europe est en guerre. Donc, si vous voulez porter une liste européenne, il faut que tout le monde, en position sur cette liste, ait la même vision et la même capacité à trancher les questions qui vous sont posées. Vous êtes député européen, vous avez à répondre par vos votes, par vos combats, à des questions précises. Et si vous partez avec du flou parce que ça vous sert à l'échelle nationale, c'est un fiasco européen et je pense aussi un fiasco national. Donc, la première chose, c'est qu'on tranche les questions. Donc, voilà, mais trancher les questions. Donc, la conclusion. Bien. On me revient l'honneur de conclure après avoir eu l'honneur d'introduire. Je voulais vraiment beaucoup vous remercier, Raphaël et Chloé, pour ce débat qui a été très intéressant et qui, je pense, vous a tous permis d'avoir un peu plus conscience des enjeux qui étaient à l'échelle européenne. Vous avez beaucoup parlé de faire de la politique. C'est ce dont l'Europe a besoin et je crois que la meilleure manière de faire de la politique, c'est encore de s'engager dans un parti politique. Donc, je vous encourage à rejoindre le Parti socialiste notamment, mais aussi Place Publique, aussi tous les partis de gauche, tous les partis de ceux qui s'engagent pour une Europe et pas seulement aussi un monde qui change. Donc, je pense qu'on a tous besoin d'engagement et je pense que nos deux invités ce soir nous ont montré que l'engagement était quelque chose d'utile, quelque chose dont on avait besoin, quelque chose dans lequel aussi, en tant que jeunes, et on le sait à Sciences Po, et tous ceux qui ont organisé cette conférence avec moi le savent, quelque chose dans lequel on se réalise. Donc, si vous avez l'envie de vous engager, venez avec nous et peut-être que vous aurez la chance d'assister de nouveau à une conférence de Raphaël Glucksmann et Chloé Ridel. Bonne soirée.